Bien, nous allons reprendre notre après-midi avec plusieurs interventions qui vont se succéder. Monsieur Goé, je vous en prie, si vous voulez monter comme ça, ce sera fait. Et je vais tout de suite donner la parole, dès qu'on aura un petit poil baissé le ton dans la salle, tout de suite donner la parole à Madame Thorin, qui a une journée aussi de folie, mais qui a eu la gentillesse quand même de nous garder un quart d'heure dans sa journée. Donc je ne vais pas être plus long, je vous en prie, vous avez la parole. Merci Christophe. Je ne sais plus si c'est Christophe. Christophe. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je voulais vous dire combien je suis particulièrement heureuse de participer à cette 18e journée nationale Travail et Handicap organisée par la Confédération Force Ouvrière. Et vous dire combien je regrette de n'avoir pu participer ce matin à la table ronde, la première table ronde qui était consacrée à l'accessibilité des établissements recevant du public, qu'on appelle tous entre nous les ERP, et l'accessibilité des lieux de travail. Mais bien évidemment, je ne doute pas que mes amis de l'APF, Nicolas Meril, qui devait être là ce matin, de l'AMPIM, s'il avait pu assister à cette table ronde, j'ai appris qu'il n'avait pas pu venir, M. Assante, et M. Langlois, qui par contre, là je l'ai vu tout à l'heure, me feront retour de la richesse de la table ronde de ce matin. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer l'engagement de longue date de ce grand syndicat qui est Force Ouvrière en faveur des personnes handicapées, des travailleurs handicapés, mais également de l'accessibilité, de l'égalité des droits et des chances et de la lutte contre toute forme de discrimination. Action absolument indispensable pour permettre à nos entreprises d'être, comment dire, pas bienveillantes, parce que ça risquerait d'être pris comme une condescendance, mais handi-accueillante pour tous ces salariés. Alors, le thème de la table ronde de ce matin, qui était consacré à l'accessibilité des ERP des lieux de travail, est essentiel à plus d'un titre. La nation française tout entière s'est en effet engagée depuis plusieurs années dans un processus d'adaptation et d'accessibilité de la société qui vise à la constitution de ce qu'on appelle une cité inclusive. Pas une cité où on arrive à inclure de force au chausse-pied tous les membres qui font la diversité et la richesse de cette société, mais une société où chacun a sa place naturellement et où chacun puisse exercer pleinement ses prérogatives, quelles que soient ses capacités auditives, cognitives, physiques, visuelles, pour participer pleinement à la vie sociale, professionnelle, éducative ou culturelle. Bref, l'accès aux droits fondamentaux de chaque citoyen de notre société. Depuis l'adoption de la loi qu'on appelle entre nous affectueusement la loi handicap du 11 février 2005 et la redynamisation de la politique d'accessibilité mise en place par l'ordonnance de 2014 et du 26 septembre 2014 et sa loi de ratification en 2015, qui a notamment créé le dispositif des agendas d'accessibilité programmés, les ADAP, des avancées significatives, même si elles ne sont pas suffisantes, ont tout de même été enregistrées. Alors, l'ADAP, ça concerne les établissements recevant du public. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un contrat qui est passé entre le propriétaire ou le gestionnaire de l'établissement recevant du public et l'État. Un engagement qui, à partir d'un état des lieux, permet d'établir un programme de travail, un programme d'action avec un engagement sur la durée de réalisation des travaux nécessaires et un engagement sur la disponibilité du financement pour réaliser ces travaux. Alors, bien évidemment, ce calendrier de mise aux normes peut être étalé sur 3 ans. C'est quand même l'essentiel
des agendas d'accessibilité programmés, mais ça peut aller plus loin en fonction de la complexité et de l'étendue du patrimoine, et ça peut aller jusqu'à 6, voire 9 ans. Alors, ce dispositif a démontré son efficacité, en tout cas quant à l'adhésion des gestionnaires de RP, puisque 650 000 ERP sont aujourd'hui dans le dispositif. Et si l'on compare aux 50 000 ERP qui se sont rendus accessibles entre 2005 et 2015, c'est-à-dire en 10 ans, ça nous laisse augurer de bons résultats, dont une grosse partie seront, ces résultats, visibles à la fin de l'année 2018, terme des 3 premières années. Mais si ce chiffre peut être encourageant, c'est un nombre d'ailleurs, pardon, 650 000, ça masque une réalité qui est plus inquiétante, c'est la faible adhésion au dispositif des petits ERP, les ERP de 5e catégorie, qui font l'essentiel de notre quotidien. Je pense à nos commerçants, ou aux professions libérales de proximité. Et là, on a encore autant de personnes à motiver et à accompagner que ceux qui sont déjà entrés dans le dispositif des ADAP. Et nous consacrerons l'année 2018 à les accompagner pour leur permettre d'arriver à peu près en même temps que ceux qui sont déjà rentrés dans le dispositif et qui ont obtenu 3 ans pour faire leurs travaux. Parce qu'en réalité, pour ces commerçants, il y a souvent très peu de travaux à faire. Il faut juste leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour monter leur dossier et faire des travaux qui, en règle générale, sont peu importants pour se rendre accessibles. Voilà, alors ça c'est pour les ERP. Alors, les lieux de travail, bien évidemment, l'accessibilité des lieux de travail, ça reste encore à réaliser. C'est devant nous aujourd'hui. Alors, quand je dis que c'est devant nous, en réalité, il y a déjà des choses qui se font et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et il faut que ça se fasse parce que toute personne doit être en mesure de circuler facilement aux abords, comme à l'intérieur de son entreprise, de son lieu de travail, et ce, quel que soit son type de handicap. La loi et son décret d'application, parce qu'on a sorti le décret, exigent que les lieux de travail nouvellement construits soient conçus accessibles aux personnes handicapées, c'est-à-dire que celles-ci puissent y avoir accès, y circuler, s'y repérer, y communiquer, exercer leur activité. C'est surtout le plus important, parce qu'il faut aussi avoir accès au travail et donc accès à une activité professionnelle. Donc, y exercer leur activité et accessoirement, parce que finalement, on passe beaucoup de temps dans l'entreprise, mais on ne va pas y passer sa vie non plus, pouvoir en sortir. Et tout ça avec la plus grande autonomie possible. Alors, j'imagine qu'au cours de la table ronde, ça a été évoqué ce matin, donc la loi existe, le décret existe, l'arrêté par contre n'est pas encore sorti. Il reste à fixer dans le détail les dispositions à respecter. Alors bien évidemment, cet arrêté s'appuiera sur des dispositions connues depuis peu, à savoir l'arrêté accessibilité des établissements recevant du public, 9, puisqu'on parle du 9, qui est récemment paru, donc au milieu de cette année. Il n'en restera pas moins, donc je ne vous donne pas de date, parce que c'est toujours compliqué de s'engager sur une date de sortie d'un texte, mais le travail reste à faire. Le travail reste à faire étant précisé que beaucoup de choses ont déjà été déblayées et qu'il ne reste plus grand-chose à faire, si ce n'est à s'assurer que les conditions d'accessibilité de l'entreprise permettent aux travailleurs en situation de handicap d'exercer une activité. Voilà, c'est surtout ça qui reste à faire.
Et là, évidemment, je vous ai parlé des lieux de travail neufs à construire. Il n'en restera pas moins que l'accès à l'entreprise doit être garanti à tout travailleur en situation de handicap et posera donc la question des locaux existants. Alors on parle souvent des coûts de l'accessibilité, des coûts réels ou supposés, et parfois fantasmés, de la mise en accessibilité, mais on n'évoque pas suffisamment les bénéfices importants engendrés par l'accessibilité pour les gestionnaires d'ERP autant que pour les entreprises. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les travaux d'accessibilité d'un établissement professionnel améliorent durablement la vie au quotidien des salariés qui y travaillent, qu'ils soient d'ailleurs handicapés ou pas, mais aussi celle des clients et des prestataires qui s'y rendent. Je me souviens du temps où j'étais responsable de la politique de prévention de mon ministère d'origine et où je disais régulièrement que la santé dans l'entreprise, c'est la santé de l'entreprise. Tout effort fait à la cause de l'insertion des travailleurs en situation de handicap bénéficie à tous et en tout premier lieu à l'entreprise. Au surplus, en termes d'image, l'adaptation aux normes d'accessibilité a un impact positif certain auprès du public, qui associe cette notion à celle de l'égalité des chances. Ainsi, malgré l'absence de texte sur les modalités, pour le neuf, pour encore quelques mois, et pour l'existant de manière un peu plus durable, puisque la loi n'a pas prévu la mise en accessibilité des entreprises existantes, il est malgré tout tout à fait possible d'avancer pour faire de son entreprise un organisme handi-accueillant. D'ailleurs, il existe une norme AFNOR, à laquelle la délégation ministérielle à l'accessibilité a contribué en 2010 déjà, et qui a été révisée en 2014. Cette norme AFNOR donne les clés de la mise en place d'une politique durable d'inclusion des salariés handicapés et d'accueil des clients, visiteurs et partenaires handicapés. On retrouve dans cette norme tous les conseils et recommandations qui permettent de faire de l'entreprise un monde que je qualifierais de bienveillant au sens noble du terme, c'est-à-dire totalement accueillant et inclusif. Je suis au regret de devoir vous quitter bientôt parce que j'ai une autre réunion qui va démarrer dans peu de temps. Et je regrette de ne pouvoir participer plus à vos travaux. Et je souhaite saluer à nouveau l'implication des organisations syndicales qui sont extrêmement vigilantes à ce sujet, mais également saluer l'implication de l'inspection du travail, dont je crois qu'il y a des représentants dans la salle, qui contrôlent tout autant avec rigueur et ténacité chaque année de nombreux locaux professionnels pour permettre une réelle insertion des travailleurs en situation de handicap dans le monde de l'entreprise. Merci à vous tous. Merci Madame Thorin. On vous excuse, c'était prévu que vous ne restiez que très peu de temps avec nous. Merci d'avoir quand même pris le temps de faire le détour par les salons de l'Aveyron. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Goé, qui est l'adjoint du défenseur des droits, qui est un habitué, hein, il est chez lui dans ce type de réunion. Donc je ne suis pas plus long, vous avez la parole tout de suite, Monsieur Goé. Merci, je salue chacune et chacun d'entre vous et je vous remercie pour cette invitation. Je salue la secrétaire confédérale, présidente de la GFIB, je salue le directeur du FIPHFP, qui est sagement installé au premier rang. Et puis je salue aussi, elle n'est pas tout à fait partie, la déléguée ministérielle à l'accessibilité, Madame Thorin. Pour moi, c'est un plaisir, hein, à la fois de répondre à votre invitation et d'intervenir devant vous. Donc, encore une fois, merci. Je vais commencer par un état des lieux du handicap chez le défenseur des droits. Où en est-on? Alors, comme vous le savez,
il y a 24 critères de discrimination prohibés par la loi. Le nombre a augmenté d'ailleurs. Il y a tout un travail qui est engagé pour essayer de regrouper certains de ces critères parce que ça crée un peu de confusion. Vous avez le critère handicap, vous avez le critère perte d'autonomie, vous avez il y a un certain nombre de critères qui voisinent, ce qui fait que le citoyen, quand il estime qu'il est lésé quelque part et qu'il veut être rétabli dans ses droits, il s'interroge sur le prétexte fondé à mettre en avant. Alors, sur ces 24 critères, c'est toujours, je vous l'avais dit l'année dernière, que dans mon intervention, c'est toujours le handicap qui arrive en deuxième position. Qui arrive en deuxième position derrière l'origine et avant la santé et l'âge. Donc, quand même, quand vous réunissez la perte d'autonomie, le manque d'autonomie, c'est donc le handicap, la perte d'autonomie, l'âge, etc., on voit bien que dans notre société, ces situations-là continuent d'exposer nos concitoyens et nos concitoyennes à de la discrimination. C'est en deuxième position que la discrimination liée au handicap survient, mais c'est essentiellement dans l'emploi. C'est d'abord en tout premier lieu, et dans la majorité des cas dans l'emploi, que la discrimination survient. L'accès à l'emploi, la réalisation effective de l'aménagement du poste de travail tel qu'elle a été demandée mais qui n'intervient pas, le maintien dans l'emploi, une réelle carrière professionnelle, etc. Et nous sommes saisis sur chacune de ces formes de discrimination dans l'emploi qui peut survenir et dont une personne handicapée peut être la victime. Je vais vous parler maintenant d'un certain nombre d'initiatives que, sur ce terrain-là, nous avons décidé de prendre. Je vous rappelle d'abord le rapport qui a été réalisé par nos soins l'année dernière sur l'emploi des femmes handicapées. C'est un rapport important. Les femmes sont nombreuses à nous saisir. Et là, nous sommes en présence d'un phénomène dont nous nous approprions petit à petit. C'est ce que les sociologues appellent l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cumul des raisons pour lesquelles une personne est discriminée. Par exemple, pour les femmes handicapées, elles le sont à deux titres. Et quand on analyse leur démarche, elles le sont comme femmes, elles le sont comme handicapées. Et c'est très important que les politiques du handicap tiennent compte de cette transversalité. Elles seront plus efficaces dans leurs résultats. Ça, c'est un rappel que je voulais faire quant à ce rapport qui a été réalisé sur l'emploi des femmes handicapées. Ensuite, le défenseur a pris une décision cadre. On appelle dans l'arsenal des mesures que le défenseur des droits peut prendre une décision cadre. C'est une décision qui s'adresse à l'État pour réaliser un progrès dans un domaine particulier. Ça fait des années que la France ne dispose pas de statistiques sur la situation des personnes en situation de handicap dans notre pays, et dans quelques domaines que ce soit. Ça fait des années que, je n'ai plus en tête le nombre d'années exactes, mais en fait c'est au moins 5, où il n'y a pas de production de statistiques véritables. Alors, je ne veux pas négliger les travaux qui sont réalisés par l'adresse ou par d'autres administrations centrales. Il est incontestable qu'elles essaient de mieux cerner les problèmes, mais la France manque cruellement de statistiques et d'état des lieux en ce qui concerne la situation réelle de nos concitoyens handicapés ici en France. Et donc, nous avons pris une décision cadre demandant à l'ensemble des ministères concernés, puisque nous pouvons interpeller les ministères en question, nous avons demandé que très vite, une méthodologie et un contenu soient mis en place pour pouvoir combler cette lacune. Et dans ces statistiques, la question de l'emploi ne peut que tenir une place importante. Autre initiative, vous savez que le 13 décembre, c'est le jour où l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et en France, chaque État signataire est tenu de se doter d'un organisme assurant le suivi de la mise en œuvre de la Convention. En France, c'est le défenseur des droits qui a été choisi pour accomplir cette mission. Et donc,
nous avons constitué un comité. Dans ce comité, présidé par le défenseur, il y a la présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, il y a la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y a le président du CFHE, l'organisme associatif auquel l'ensemble des associations du secteur du handicap ont donné prérogative pour traiter des questions internationales et surtout européennes. Et ce comité, d'ailleurs, se réunit le 13 décembre, et ce sera l'occasion de rendre public un guide sur cette fameuse notion d'aménagement raisonnable. Vous savez que je vois que la présidente de l'AGFIP hoche la tête, il y a vraiment une difficulté à bien définir, à bien appréhender et à bien mettre en œuvre ce principe d'aménagement raisonnable. En règle générale, aménagement raisonnable, c'est pour beaucoup le minimum indispensable qu'il faut faire, quoi. Bon, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je caricature un peu avec plaisir quand j'emploie cette formule, mais le concept d'aménagement raisonnable, pour en parler en 2 mots, c'est ce qu'il faut réaliser pour que la personne puisse avoir accès à l'exercice effectif de ses droits. On est sorti de l'époque où les proclamations de droits théoriques dominaient la situation. Maintenant, chaque fois que l'on affiche un droit, il faut lui donner un contenu concret quant à sa mise en œuvre et sa réalisation. Eh bien, le concept d'aménagement raisonnable, c'est un concept qui consiste à donner précisément du contenu à cette approche-là. Alors, on va le rendre public le 13 décembre, et c'est bien volontiers qu'il est à votre disposition. Ce que l'on a aussi proposé, c'est qu'il y ait une remise officielle de ce rapport à la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, et qu'à l'occasion, alors on va voir comment ça peut être organisé, sous quelle forme, avec qui et où, mais ce que l'on a souhaité, c'est que la ministre de l'Emploi, le secrétaire d'État à la fonction publique, soient représentés à l'occasion de cette remise, et que la présidente et le président de la GFIP et du FIPHFP y soient également associés, ainsi que les administrations, les directions d'administration centrale qui ont à voir avec la question de l'emploi, et en particulier de l'emploi des personnes handicapées. En tout cas, je vous recommande sa lecture. Ça, c'est un document c'est un document technique. C'est pas un roman policier, mais c'est toute une série de préconisations et de conseils concrets pour rendre effectif l'accessibilité dans le domaine de l'emploi. Un mot sur l'accessibilité. Le défaut d'accessibilité apparaît vraiment comme la cause principale des discriminations dont les personnes en situation de handicap sont victimes. C'est le défaut d'accessibilité. Mais le concept d'accessibilité étant envisagé et conçu au sens large de l'expression. L'accessibilité, c'est le moyen d'accéder à ses droits. C'est ce qui d'ailleurs légitime la position du défenseur des droits sur ce dossier. Moi, je voudrais faire quelques rappels fondamentaux. Quand elle a été évoquée tout à l'heure par la déléguée ministérielle à l'accessibilité, quand on a fait la loi du 11 février 2005, texte phare et qui continue de l'être, on a pris la peine de définir le handicap. Qu'est-ce que c'est que le handicap ? Et quand on réfléchit au sujet et quand on essaie de lui apporter une réponse précise, on constate qu'il y a 2 causes à la production du handicap. Il y a une cause personnelle, c'est parce qu'on a une ou plusieurs déficiences, que l'on est porteur d'une ou plusieurs déficiences, de quelque nature que ce soit, intellectuelle, moteur, sensorielle, etc., et que, par ailleurs, l'environnement n'est pas adapté. Donc, la politique du handicap, elle repose sur 2 acteurs importants. D'une part, l'accessibilité, c'est la réponse à l'inadaptation de l'environnement,
Et d'autre part, la compensation personnalisée, c'est la réponse à la déficience ou aux déficiences que la personne connaît. Et il faut être attentif parce que l'on sent à l'usage des prises de distance avec ces deux considérants. Et il y a une espèce de retour aux fondamentaux hérités du passé, hérités de l'ancienne classification internationale des handicaps. Alors, on retient avant tout la compensation. Dans la représentation culturelle que l'on se fait du handicap, représentation culturelle qui inspire évidemment les politiques publiques, on voit avant tout en la personne en situation de handicap une personne qui connaît et qui souffre de déficience. Et on ne se pose pas suffisamment la question de savoir si, dans l'environnement de cette personne-là, on a bien réuni l'ensemble des conditions pour qu'en dépit de ces déficiences, elle puisse vivre avec et parmi les autres. C'est un peu, pas un cri d'alarme, mais c'est un appel que j'adresse là à tous les acteurs de la cité, y compris les représentants syndicaux dans les entreprises. C'est de répondre aux deux facteurs qui sont à l'origine de l'existence du handicap. S'il n'y a pas d'accessibilité, la compensation individuelle ne suffit pas pour que la personne puisse vivre avec et parmi les autres. Donc, tous les aménagements qu'il convient d'apporter pour qu'un poste de travail soit efficient, ça relève de l'accessibilité. Et ça fait partie, pas uniquement des devoirs créés par la loi, mais aussi des conditions d'efficacité de la présence d'une personne handicapée dans une équipe de travail. Il faut qu'il y ait ça. À la fois l'aménagement des locaux, l'aménagement du poste de travail, l'aménagement de ce qui permet d'accéder à son poste de travail. Alors, on a fait des progrès. Ce n'est pas la peine de le nier. Et parfois, on a fait de substantiels progrès. Mais ce que je dis là, et en particulier parce que je m'adresse à vous, il ne faut pas que l'on perde de vue ces deux conditions fondamentales pour que la personne en situation de handicap puisse connaître une authentique citoyenneté. Ensuite, je voudrais vous faire part, à la lumière des saisines qui sont traitées chez le défenseur, tout ce qui est de l'ordre de la discrimination finit sur mon bureau. C'est moi qui signe le document final. Je suis inquiet, et je voudrais vous faire partager cette inquiétude, sur deux sujets importants. Tout d'abord, la numérisation. J'ai vu qu'il y avait emploi et numérisation dans votre programme, je ne me trompe pas. Alors bien évidemment, je ne suis pas contre la numérisation. De toute façon, même si j'étais contre, ça n'empêcherait pas la numérisation. C'est une marche en avant inexorable. Et c'est une marche en avant qui est source de progrès, etc. Mais la numérisation à marche forcée, telle que parfois elle est pratiquée, elle est destructrice. Elle est destructrice. Il faut que les hommes et les femmes qui souffrent d'un handicap sensoriel, intellectuel, etc., ne soient pas laissés sur le bord du chemin de la numérisation. Et par conséquent, il faut que tous les efforts soient réalisés pour adapter les postes numérisés et pour accompagner les uns et les autres dans le recours au numérique. J'arrive à la fin. On est rappelé à l'ordre. Il y a une discipline syndicale, mais que je vais respecter, que je vais respecter. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Oui, autre difficulté, mais que vous devez, certains d'entre vous, toucher du doigt au quotidien, ce sont les inégalités territoriales. Il y a un lien étroit entre ces inégalités territoriales et les exclusions que l'on peut observer. Et ça aussi, c'est une de mes préoccupations. Alors, pour être tout à fait respectueux des consignes syndicales et m'arrêter, je vais redire ce qu'à mon avis, depuis que vous me faites le plaisir de m'inviter jeudi, mais que je crois essentiel, c'est que quand on répond aux besoins des personnes en situation de handicap, on leur crée du mieux vivre. Mais en règle générale, on crée du mieux vivre pour tout le monde. Alors on peut multiplier les exemples. Et ça, voyez-vous, il faut vraiment qu'on s'empare de cette démarche-là. Ce n'est pas uniquement
une démarche de solidarité. Oui, c'est une démarche de solidarité. Mais en plus, quand on l'accomplit en règle générale, on en profite nous-mêmes parce qu'on améliore la vie de tout le monde. Je suis persuadé qu'une organisation syndicale comme la vôtre, qu'elle y contribue largement, et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous revoir encore cette année. Merci, Monsieur Goé.